Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, bienvenue sur Respect, Xavier Teichmann, et j'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en interviewant Ibrahim Ouassari en direct de Molengeek au fait, parce qu'on bouge aujourd'hui, on n'est pas dans nos studios, on est à Molengeek. Bonjour Xavier, merci pour ton invitation. Avec plaisir, merci d'avoir accepté, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on est content d'avoir Ibrahim aujourd'hui dans le podcast. Tout simplement pour son initiative il y a déjà maintenant 6-7 ans. On a lancé le premier événement en 2015, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, donc Molengeek, qui est de rendre tout ce qui est codage, tout ce qui est web accessible au plus grand nombre, c'est bien ça ? Exactement, vraiment tout ce qui est technologie digitale accessible à tous. Voilà. Top. Et aussi, pour une autre action qui nous avait tapé dans l'œil à l'époque, parce qu'on enregistre au moment où on est dans le coronavirus, c'est le reconditionnement d'ordinateurs pour permettre aux jeunes de pouvoir suivre les cours en distanciel. C'est bien ça, hein ? Exactement. Voilà. Bah, écoute, je vais te poser du coup la question traditionnelle. Bah, si tu peux te présenter, voilà. Ça, c'est toujours compliqué pour moi de me présenter, mais voilà, je vais essayer de faire court. Je suis Ibrahim Ouassari, entrepreneur molenbeekois, autodidacte, qui est fondateur de Molengeek, un écosystème technologique qui permet de rendre le digital accessible à tous. Ok, et qu'est-ce qui t'a finalement poussé vers l'entrepreneuriat et ce projet Molengeek ? Là, t'es prêt, Xavier, parce que c'est beaucoup. J'ai remonté dans le temps parce que voilà, on va faire un bon. Je vais essayer d'aller court. Qu'est-ce qui m'a poussé par là ? J'ai envie de te dire, après une scolarité chaotique, vraiment chaotique. Donc, si je te fais un peu le résumé des choses, je fais partie d'une famille. On est 8. Je suis l'avant-dernier. J'ai un grand frère qui est juge, j'ai deux autres frères qui sont ingénieurs, j'ai ma sœur qui est licenciée de l'Université de Cologne, donc que des cerveaux et des rôles modèles à la maison. Et moi, la dernière année que j'ai réussi, c'est la première secondaire. Après, j'ai fait qu'échouer. Je suis vraiment, au niveau, je veux dire, scolaire, je suis vraiment un loser total. Et donc, c'est vraiment le côté, j'ai fait quelques formations au niveau éducation, éducateur de rue et tout ça. Et j'ai laissé tomber, j'ai tout plaqué à un moment et j'ai rencontré un de mes collègues dans une société de câblage informatique, j'étais intérimaire là-bas. Tu veux qu'on arrête tu veux que je lui dise d'arrêter ? Si c'est possible. Ouais, je vais lui dire d'arrêter. Donc voilà, j'étais dans cette société de câblage informatique et j'ai rencontré mon collègue qui est devenu un ami, Davy, et qui m'a expliqué comment télécharger de la musique, parce que Davy avait une connexion Internet et un ordinateur et il me téléchargeait de la musique. Moi, à l'époque, j'écoutais du Notorious Big et du Tupac, et lui, il écoutait de la techno. Donc à un moment, avec les vieilles connexions qu'on avait, 56K... Le bruit immonde. Voilà, exactement. Ça prenait énormément de temps. Et donc, il m'a convaincu d'acheter un ordinateur, de mettre une connexion Internet, et c'est là que j'ai découvert Internet. J'ai découvert le potentiel. Au fait, j'ai eu un petit problème pour pouvoir installer l'application qui télécharge la musique. J'ai posté sur un forum. On parle de Napster. Et donc, mais c'est ça, c'est Napster et Donkey. Et donc, j'avais un petit problème pour installer ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posté un message avec un anglais tout pourri sur un forum. Et le lendemain, un japonais m'a répondu en me disant « Essaye ça ». Et j'ai essayé, ça a fonctionné. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, au fait, que je pouvais être le maître du monde. Je rigole, mais j'ai eu un flash, un déclic là, où je me suis dit, dans le monde entier, au fait, il y a des gars comme moi, un peu perdus, qui prennent la peine de me répondre. Et moi, s'il y avait une question intéressante, tu sais, je faisais dérouler ce forum, et s'il y avait une question à laquelle je pouvais répondre, j'aurais répondu avec plaisir. Et je me dis, il y a plein de gars comme moi sur Terre, on s'entraide, et donc, j'ai plus de limites. Et à partir de là, j'ai quitté ce job de câbleur informatique. J'ai fait ma formation en gestion.
pour pouvoir ouvrir mon entreprise. Je me suis lancé en tant qu'indépendant et j'ai commencé à faire des logos pour les restaurants, des menus. Et de fil en aiguille, je suis devenu support PC et puis je suis devenu consultant informatique. Je suis devenu aussi responsable des server rooms. J'étais tout ce qui est, je vais essayer de faire le plus court possible, mais j'étais tout ce qui est Microsoft, donc Active Directory, Exchange et tout ça. Et puis, j'ai commencé à embaucher des gens pour les faire travailler. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la tête de plusieurs entreprises avec une vingtaine d'employés, alors que j'ai pas de diplôme. Voilà. Mais c'est top parce que, en fait, l'informatique, c'est comme les langues. Ça sert à rien d'avoir 10 sur 10. Il faut savoir parler. Il faut savoir le faire. Exactement. Une fois que tu sais exécuter, que tu sais faire les choses, finalement, on s'en fout du diplôme. Exactement. Et c'était vraiment ça, et moi, c'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. Donc, je suis devenu freelance, donc indépendant. Pourquoi? Parce que au niveau RH, impossible pour moi qu'on m'engage parce que j'avais aucun diplôme, en tout cas pour les fonctions que je recherchais. Alors qu'au niveau de l'entrepreneuriat, on m'embauchait et si ça n'allait pas, on me virait le lendemain. Ça n'est jamais arrivé, hein, mais en tout cas, ils étaient prêts à prendre plus de risques avec moi parce qu'ils avaient cette facilité de pouvoir arrêter le contrat du jour au lendemain. Et de mon côté à moi, ça me permettait, ça me donnait en tout cas un moyen de pouvoir prouver ce que je valais. Et ça m'a permis de monter les échelons très rapidement et de pouvoir travailler chez des grandes entreprises telles que Proximus, mais aussi ING et Sibelga et Elia, des grosses boîtes. Et j'ai travaillé des années là-dedans, j'ai appris énormément. Et puis voilà, je me suis éclaté tout en apprenant, tout en gagnant ma vie. Et je suis devenu un peu un rôle modèle dans le quartier à Molenbeek parce que on me connaissait bien, on savait que j'avais pas fait de grandes études et en même temps on me voyait rouler avec des grosses voitures allemandes vu que j'étais consultant. Hein. Et donc les jeunes ils venaient chez moi. C'est ce qu'ils voient tout de suite, ça. Ouais, ça c'est clair. C'est le dessus de l'iceberg. J'inspire directement dès qu'ils voient la grosse voiture allemande et qu'ils me voient, ils me disent tiens Ibrahim, quelles études universitaires il faut faire pour être comme toi. Moi, j'étais là un peu grimaçant en me disant tiens, qu'est-ce que je vais lui répondre à ce gars alors que moi, j'ai aucune étude. Donc, je leur disais prenez de l'informatique, les gars, mais c'est pas suffisant. Essayez d'apprendre par vous-même. Il y a YouTube, il y a Google, il y a plein de plateformes où vous pouvez apprendre des choses. Et puis, quand j'allais faire des talks dans les écoles, je pouvais leur dire ça. Quand j'allais faire des talks dans des maisons de quartier ou dans des clubs sportifs, il y avait déjà plein d'élèves qui avaient quitté l'école à ce moment-là. Et ceux-là, la seule réponse que je pouvais leur amener, c'est va sur Google et tire ton plan. Et c'était pas suffisant parce que certains, comme moi, ça va, on peut se débrouiller seul, mais des gars, certaines autres personnes ont besoin juste d'un peu d'encadrement pour pouvoir se lancer et recroire en eux-mêmes déjà. Et ça, c'est pour ça que l'envie de créer Molengeek m'est venue. C'est ça. Donc le fait de pouvoir leur donner une autre réponse que juste tire ton plan, débrouille-toi, cherche quoi. Exactement. Ouais. De créer un endroit où je pourrais leur prouver que les technologies sont accessibles à tous, avec ou sans background académique. Et secondo, créer un endroit où ils n'auraient aucune excuse. Ça veut dire quoi? Ils n'auraient aucune excuse. Ici, Molengeek, notre mission, c'est de rendre accessibles les technologies. Et pour les rendre accessibles, on retire plusieurs barrières. Ça veut dire quoi? Primo, la barrière financière. Tout est gratuit ici. Que ce soit l'incubateur ou les formations, rien n'est payant. Même les activités, rien n'est payant. La barrière numéro 2, c'est le temps. On est ouvert quasiment, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais quasiment 20 heures sur 24. On est ouvert les week-ends. Les jeunes ils savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent, travailler dans l'incubateur et développer leur projet. S'ils n'ont pas de PC, on leur en procure un. Donc, on a des PC en stock. S'ils n'en ont pas, on peut leur en procurer un. On leur prête un pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas les compétences. Il y a des formations gratuites. Donc, à partir de là, à partir du moment où on amène une réponse à chaque problématique qu'ils pourraient nous donner, qui sont réelles, parfois réelles, parfois pas, mais qui sont là, ils n'ont plus d'excuses pour pas faire les choses. Et donc, ils sont dans un environnement qui fait qu'ils commencent à croire en eux et commencent à voir qu'il y a un emplacement avec des outils qui leur permettent de pouvoir se créer une carrière dans les technologies et surtout se créer des perspectives d'avenir. Ça, c'est super important. Mais top, parce qu'effectivement, ce côté... En fait, tu as réfléchi comme une start-up, quoi. Tu t'es dit, il y a plein de petits problèmes, on va regarder quels sont les problèmes, les barrières à l'entrée, etc. Boum, on dégage tout ça. Et finalement, on se rend compte qu'il faut du temps, il faut un accès financier
ok, gratos, on fonce, il n'y a plus d'excuses, on peut y aller, on peut foncer. Il y a un incubateur à côté, c'est ça le Exactement. Exactement. Donc, pour rendre accessibles les technologies, on a 3 piliers. Un des premiers piliers, c'est les événements. Donc, on organise des hackathons, des startup week-ends, des ateliers, des workshops. Donc, on invite plein de jeunes à participer à ces hackathons-là. C'est du sang neuf pour nous. Ces gens-là, souvent, ils n'ont jamais eu de contact avec les technologies et donc ils se disent, tiens, je vais aller tester un week-end. Ils préfèrent tester un week-end que 6 mois de formation. Donc, ils se disent, je vais aller tester un week-end, je vais voir comment ça se passe et si ça me plaît, je verrai par la suite. Donc, quand ils viennent, pour la plupart d'entre eux, ça leur plaît et ils se disent, ben voilà, maintenant ça me plaît, j'ai un projet, j'ai envie de me lancer. Eh ben, il y a un incubateur. On a tout un incubateur avec des coachs en marketing, des coachs en communication, des coachs en finance, des coachs en business. Déjà, à trouver une idée, un projet qui a du sens, qui est rentable, c'est déjà une étape. Oui, bien sûr. Et puis, il y en a parfois qui disent, voilà, j'ai pas d'idée, mais j'adore tout ce qui est technologie. Là, on a tout un panel de formations qui sont complètement gratuites. Et ça va du codage informatique, marketing, communication, à des outils bien précis comme Salesforce, AWS, Amazon Web Services et plein d'autres technologies comme la suite Adobe et des choses comme ça. C'est ça. Après, ils sont équipés pour soit aller bosser quelque part avec des solides bases, soit de créer leur truc, quoi. Exactement. Et l'idée, voilà, nous, ce qu'on leur promet à partir du moment où ils rentrent à Molengeek avec une réelle envie, une motivation de vouloir switcher là où ils sont vers une carrière technologique, on leur promet une activité professionnelle. Ça veut dire quoi? Soit ils trouvent un boulot, on leur promet soit qu'ils trouvent un boulot ou un stage ou autre, soit qu'ils lancent leur entreprise. Et donc, si jamais ils ne trouvent pas de boulot, nous, on les aide à trouver des clients. On les aide à créer une entreprise, à trouver des clients grâce à notre carnet d'adresses, grâce à tous nos coachs. Et on fait en sorte vraiment qu'ils continuent à être actifs et qu'ils puissent avoir leur première rémunération. J'avais vu, parce que j'ai fait un peu mes devoirs, donc j'avais vu, il y a plus de 93% qui trouvent. C'est ça, exactement. Qui créent, Donc, les sorties positives pour nous, c'est quoi? C'est soit trouver un job, soit lancer son entreprise, soit trouver une formation dans les technologies qui est plus haut niveau. Et ça, on a plus de 93% de succès. Génial. Et en faisant mes devoirs, j'ai vu qu'il y avait quelques startups qui avaient émergé de chez vous. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais j'ai oublié. Il y avait Quick Lyric. Oui. C'est Quick Lyric, c'est Quick Lyric, c'est voilà, ça. J'avais exactement. dit Quick Link, non Quick Lyrics. Oui, Quick Lyrics, c'est une start-up de Guillaume. Qui est venu avec nous à San Francisco et à New York quand on a fait notre voyage. Et c'est Guillaume qui est très investi dans la communauté. Et donc, j'ai été voir encore tout à l'heure. Et il est à plus d'1 million de téléchargements sur la Play Store, sans parler voilà, j'ai un Android, donc moi j'ai pas d'Apple, mais il faudra aller voir sur l'Apple Store à combien il est, mais il a plus d'1 million de téléchargements. Donc ça fonctionne. C'est beau, quoi. Il a un business model avec de la pub. C'est pas encore excellent pour qu'il puisse en vivre, mais en tout cas il y a déjà une demande, une clientèle, et il essaye de se repositionner tous les jours. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi Molenbeek. Exactement, Molenbeek qui a participé à un de nos premiers événements hackathon. Et donc, c'est Antoine qui a lancé le projet. Et Molenbeek, c'est de la livraison cargo à vélo. Et donc, ils utilisent des applications pour optimiser leur circuit de récolte et de livraison. Et maintenant, ils sont 19, je veux dire, avec l'équipe administrative et les livreurs et tout, ils sont 19 dans la team. Et donc, ça permet vraiment de générer pas mal d'argent et de payer pas mal d'argent. Donc, pour nous, c'est vraiment un succès, Molenbeek. Pourquoi? Parce que on vise pas la licorne Google ou Facebook. On vise vraiment la création d'entreprises avec une dizaine d'employés qui permettent de payer leur crédit, permettent d'avoir des perspectives d'avenir, faire en sorte qu'ils puissent vraiment vivre. Voilà, c'est ça qu'on vise, nous. C'est vraiment des entreprises viables à long terme et pas des levées de fonds et tout ça. C'est très bien si on en a une, hein, je vais pas cracher dessus, hein, c'est très très bien. Par contre, c'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est vraiment pouvoir faire en sorte qu'ils aient des rentrées financières assez rapidement. Mais c'est finalement la levée de fonds ou quoi, c'est un peu le coup de pub finalement, mais vous n'avez pas besoin de ça parce que vous avez un tout beau coup de pub il n'y a pas longtemps avec
avec un CEO d'une toute petite boîte, je crois, qui a dit beaucoup de bien de vous. Une petite start-up, une licorne, juste une petite licorne. Tu peux m'expliquer ça? Sundar Pichai, le CEO de Google, donc le CEO au monde de Google, qui est venu à Bruxelles, et le seul endroit où il vient, c'est à Molenbeek, ici chez nous, à Molengeek, donc on était très fiers. Il a passé avec nous, il a vu personne, surtout son passage, il a vu personne ici. Par contre, il est venu chez nous passer près d'une heure et demie. Et il est vraiment resté estomaqué par rapport à ce qu'on fait ici. Et il m'avait dit, en descendant des escaliers, je me rappelle, il m'avait dit, Ibrahim, tu m'as expliqué beaucoup sur Molengeek, mais tu m'as rien dit sur toi, alors qu'on m'a débriefé, on m'a expliqué ton parcours et tout, il est très inspirant. Et je lui explique vite fait, de lui dire, ouais, mais voilà, ma mission à moi, c'est de prouver aux jeunes que les technologies sont accessibles, et je lui dis que je pense y être arrivé parce que à chaque promotion de codage ou de formation qu'on a, on a à peu près toujours 150 inscriptions pour une quinzaine de places. Donc voilà, donc je pense que les jeunes ont compris que c'était accessible. Maintenant, la demande est trop forte. Et puis, lui me racontait que les technologies lui ont changé sa vie parce qu'il vient d'Inde, il est né en Inde. Il m'a dit, je me rappelle de mon premier frigo à la maison. Donc voilà, moi je suis né avec un frigo, mais lui, il se rappelle la première fois qu'ils ont eu un frigo à la maison. Et donc il me fait, tu te rends bien compte que moi, ça a bouleversé ma vie, les technologies, et donc que ça le marquait énormément ce qu'on faisait ici et qu'il y croyait beaucoup. Et donc, il est venu et en même temps qu'un chèque de $250 000, c'est sympa. Ça fait plaisir aussi. Finalement, c'est sympa aussi. C'est sympa, mais voilà. Mais moi, ça m'a beaucoup touché le fait qu'il vienne. Le fait qu'il parle de nous au Square juste après. Je me suis dit, tiens, parce qu'il est parti faire une conférence au Square et il m'avait invité. Et donc, j'ai vu qu'il a passé sur sa conférence de 20 minutes, il a passé 10 minutes à parler de Molengeek. Génial, hein. 2 jours après, il était à Davos, il citait encore Molengeek. Et 1 an après, il m'a nommé comme personne innovateur qui crée un meilleur futur. Donc, ils ont demandé à plusieurs personnalités du monde. Il y avait Amal Clooney ou le CEO de Spotify, et il y avait lui, Sundar. Ils lui ont demandé, pour vous, quelle est la personne qui représente l'innovateur qui construit un meilleur futur, et il m'a cité moi, le Molenbeekois. C'est une belle reconnaissance. C'est une super reconnaissance. Et maintenant, du coup, tu l'appelles Sundar, tranquille. Ah, mais j'ai toujours appelé Sundar. J'ai toujours appelé Sundar. Mais voilà, c'était pour moi, ça m'a vraiment touché le fait qu'il nous nomme là, dans 1 an après, parce qu'on est resté dans sa tête. Pour nous, on est resté dans sa tête 1 an après. Il était venu le 20 janvier et on est apparu dans le magazine le 15 décembre. Donc, c'est qu'on l'a marqué, c'est qu'on l'a vraiment marqué, et moi, ça m'a beaucoup touché. C'est une consécration, oui, et sans doute que ça n'a pas touché que la tête, ça a dû toucher le cœur aussi. Exactement. Parce que s'il s'en souvient, c'est pas une anecdote, quoi. Donc, non, exactement. Et ça donne, voilà, c'est un peu le cachet de validation d'un CEO d'une des plus grosses boîtes du monde, quoi. Donc, ouais, les gars, vous faites du bon boulot, et donc ça touche beaucoup. Ouais. Ça vaut plus que des diplômes, hein, ça. Ouais, je dirais pas pour les gens qui ont trimé. Non, mais voilà. Ce qu'il faut être clair aussi, c'est qu'on n'est pas en train de dénigrer du tout le fait d'avoir des diplômes, pas du tout. Mais c'est aussi le fait de se dire que c'est pas parce qu'à un moment donné on a un accident, qu'on n'arrive pas ou quoi, qu'on peut pas s'en sortir. Il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est qu'est-ce que je dis tout le temps aux jeunes, je leur dis que j'ai raté plein d'opportunités parce que j'avais pas de diplôme, ça c'est clair. Et je peux les citer. Hein. J'ai toute une liste d'opportunités à laquelle on m'a claqué la porte au nez parce que j'avais pas de diplôme. Par contre, le message que je leur passe, c'est rien n'est perdu même si vous n'avez pas de diplôme. Il faut pas vous dire que c'est foutu. C'est pas foutu. Il y a encore moyen de faire beaucoup de choses. Et je vais pas dire facilement, mais il y a encore moyen de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est ça le message qu'il faut passer. C'est pas parce qu'il n'y a pas de diplôme que tout est foutu. C'est ça le message que je passe. Par contre, c'est clair et net que ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais eu des diplômes. Bien sûr, mais finalement, est-ce que l'aventure que tu vis maintenant aurait eu lieu? Ça, on n'en sait rien. Hein. Je pense pas. Je pense que j'aurais peut-être été. Tu sais, c'est bête, hein, mais ce que je vais te dire, mais à un moment dans mon historique tout à l'heure, il y a une partie que je t'ai pas dit, mais j'ai travaillé à la STIP pendant 3 semaines et on m'a viré. Le jour où on m'a viré de la STIP, on m'a viré parce que j'ai passé le jour de mon examen, au lieu de faire 15 minutes de manœuvre avec le bus, j'en ai fait 18.
Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont viré. Et je pense vraiment que la personne des ressources humaines, c'était une personne très intelligente et très compétente qui m'a repéré dès le début, qui a repéré que je jouais un peu la comédie, que je faisais un peu tu sais, les gars du quartier qui avaient un boulot à la STIP, ils me connaissaient, ils me disaient, Ibrahim, commence pas à utiliser des mots, tu vois. Il me disait, tu y vas et tu fais le gars simple, quoi. Et donc, moi, j'allais, je faisais un peu le gars de quartier, je faisais, ouais, madame, il me faut de la stabilité, madame, et des choses comme ça, tu vois. Et je pense qu'elle a capté, il y avait un truc qui était pas clair pour elle. Et donc, elle m'avait à l'œil dès le départ, et à la première occasion, ils m'ont viré. Et je t'avoue que le jour où ils m'ont viré, ce jour-là, j'étais totalement détruit, au fait. Je me suis dit, parce que mon père était super fier que j'étais à la STIP. Mon père, j'avais pas de diplôme, donc une fois que j'étais à la STIP, c'était pour lui un boulot à vie, tu vois. Et donc, la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi. Et quand je lui ai dit que j'ai été viré, il était super déçu. J'ai vu dans le regard de mon père de la déception, et ça m'avait vraiment fait super mal. Mais maintenant, franchement, je les remercie de m'avoir viré parce que peut-être avec cette pression, tu vois, que ce soit familial et tout, j'aurais peut-être continué à conduire un bus, qui est un métier très noble, mais j'aurais pas fait tout ça. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on va saluer toutes les personnes qui travaillent à la STIB, parce que j'ai eu le grand bonheur de pouvoir travailler avec la STIB dans un ancien job où on a travaillé avec les 4000 personnes en contact avec la population. Et il y a beaucoup de gens extraordinaires à la STIB. Mais là, ils t'ont effectivement ils t'ont donné le coup de pied au cul nécessaire, peut-être, pour exactement. prendre les choses en main. Je bosse avec eux maintenant. Donc, avec la STIB, on a beaucoup de contacts. Et à chaque fois, je leur dis, vous n'avez pas voulu, vous m'avez pas gardé. Ça les fait marrer maintenant, mais à chaque fois, je leur dis ça. Et comme à Proximus aussi, qui sont nos partenaires, j'avais fait un entretien d'embauche. Et à la dernière minute, ils m'ont refusé. Donc, à chaque fois, je leur rappelle, je fais, les gars, vous m'avez pas embauché. Et donc ouais, ça reste des anecdotes marrantes maintenant, des années après. Mais je te jure que sur le moment même, ça m'avait donné une claque, surtout la déception de mon père. Et puis par la suite, c'est un moteur pour moi. C'est vraiment un moteur. Toutes ces portes claquées au visage, pour moi, c'est un moteur pour avancer et aller plus loin. Ouais, mais je peux comprendre que quand tu parles de la déception de ton père, c'est quelque chose qui doit être très dur. Et même quand on est si bas, entre guillemets, de s'être fait virer et que c'est moche, et là on est dans les problèmes, on sait qu'à un moment donné, ça va aller. Et c'est vrai que si on reste cantonné dans ces problèmes, on a toujours l'impression qu'on va pas savoir sortir. Et une fois allez, toi tu regardes ça, tu regardes en arrière, ça te fait marrer maintenant. Ouais. Mais c'est ça qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est de se dire, ok, il y a des choses qui peuvent arriver, ça peut être dur. Quand on est dans les problèmes, c'est dur, mais après, les gars, vous en rigolerez. Enfin, il y a des situations qui ne prêtent pas à rire, mais à un moment donné, on peut se retourner sur le passé, décider de... Voilà, c'est le passé, on laisse ça derrière soi. Oui, c'est clair. Et il faut remettre à César ce qui est à César. Là, j'avais pas d'études, j'avais pas de diplôme, et donc j'avais très difficile pour trouver un job, mais j'avais un soutien, un encadrement énorme à la maison. Donc voilà, j'avais quand même une famille qui me soutenait, peu importe. Donc j'ai quand même, dans toutes mes études, j'ai vraiment tout testé, tu vois, Xavier. C'est vraiment... je suis passé de la coiffure à l'horticulture, à la soudure, à la mécanique, à la menuiserie, à la peinture. J'ai été dans une école de peinture, mais genre crépi, quoi, tu vois, une école de crépi, tu vois. Et donc, j'ai vraiment tout testé. Un vrai touche à tout, en fait. Vraiment tout. Et rien n'a été. Et mes parents et mes frères et sœurs ont toujours été là à me soutenir, tu vois. Et ça, c'était quelque chose d'important. Ils ont toujours... Les pauvres, ils ont toujours fait un reset à chaque début d'année en me disant, allez, ok, tu vas essayer ça. Et on reprend tout de zéro, tu vois. Et moi, j'étais là, ouais, on va voir. Tu vois, et c'est fou parce qu'ils ont toujours cru en moi. Mais en même temps, tu vois, je pense que c'est quelque chose, je sais pas si j'aurais fait, et je serais arrivé là où je suis si j'étais l'aîné de la famille, par exemple. Si j'avais pas tout cet encadrement des grands frères et des grandes sœurs qui ont fait que, voilà, que je suis là maintenant, tu vois. Ça, c'est important aussi, la famille. C'est important je me suis pas fait tout seul. Ça, c'est important que les gens le comprennent aussi. C'est le soutien, l'environnement où on est, c'est super important. Et je dis ça pour les parents et les grands frères. Si vous voyez certains petits frères qui perdent de vue la route, n'allez pas dans la critique, ça aide pas. Elle est plus dans le soutien et faire en sorte de lui donner envie de s'en sortir.
Mais le côté constructif. Exactement. Non, mais d'office, c'est une belle histoire aussi. Et c'est un bel hommage que tu leur rends. Et finalement, ils ont eu raison de croire en toi. Ça, simplement, ta voix n'existait pas encore. C'est à l'époque, il n'y avait pas encore. Hein, parce qu'on parle de quoi quand tu parles de télécharger de la musique avec un 56K. On était avant 2000. On était avant 2000. Parce 90, que, ouais, exactement. Parce que moi, mon nouvel an de l'an 2000, je l'ai passé à Zaventem pour le fameux bug de l'an 2000. Tu vois? Oui, le truc qui n'est jamais arrivé. Et voilà, exactement. Donc, moi, le nouvel an de l'an 2000. C'est là qu'il va nous dire que c'est grâce à lui qu'il a payé le bug de l'an 2000. Non, même pas. Je te jure, on attendait tous. Il fallait voir comment on était stressés derrière nos PC à ce moment-là. Mais je t'avoue que j'avais plein d'amis qui avaient été fêter le nouvel an. C'était quand même l'autre millénaire, oui, tu vois. Clair. Et moi, j'étais à Zaventem, tu vois. Donc, voilà, à l'aéroport. le bon nouvel an bien pourri. Mais je me rappelle de ça à fond. Ça allait être la fin du monde. Toutes les machines allaient s'arrêter. Exactement. C'était Terminator, tu vois. Exactement. C'était incroyable et c'est passé crème. Ouais. Effectivement, du coup. Donc, top tout ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et maintenant, là, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir fait Molengeek? Et enfin, c'est pas passé, c'est qu'une aventure qui commence. Ça fait que 6 ans, donc on est parti sur les rails là. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute, Xavier, moi j'ai eu la chance, et c'est ce que j'ai dit à ma famille souvent, de toujours faire ce que j'avais envie de faire. Et donc l'informatique, si j'ai pu faire ma carrière dedans, c'est parce que j'aimais ça et que c'était ma passion à un moment. Et quand je suis devenu consultant et que j'ai commencé à engager des gens, vous pouvez me croire ou pas, mais j'adorais faire ça. Et puis à un moment, je voulais plus. Et j'ai arrêté d'être consultant. Pendant 2 ans, j'ai lancé une boîte de développement de solutions informatiques. J'adorais faire ça. Et puis maintenant, Molengeek, c'est vraiment ça qui me drive chaque matin, qui me donne envie de me réveiller, de me donner à fond pour la journée qui m'attend. C'est cet écosystème, c'est ces jeunes. En même temps, parfois, je vois ces jeunes qui réussissent, qui travaillent, qui ont un emploi, qui se marient, qui commencent à avoir leurs premiers enfants, parce que ça fait 6 ans, donc je les vois évoluer, tu vois. Et donc, le fait aussi que Molengeek, c'est en continuel développement. Donc, je t'ai parlé des 3 parties, mais on est en train de se développer au niveau national. Donc, on a Anvers à Borgerhout, on a Charleroi, avec Charlewood, si j'ai bien Charlewood, exactement. Et on se développe aussi à l'international. On est à Padoue en Italie, on est à Amsterdam et à Rotterdam aux Pays-Bas. Et voilà, on travaille sur plein de projets en parallèle. On essaye vraiment de créer un réseau européen. Toi, tu dois connaître ça avec ton métier, mais pour rendre ce marché européen beaucoup plus accessible, il est morcelé parce que des langues différentes, des cultures différentes. Et donc, on essaye vraiment que nos startups ici, ils ont un petit pied-à-terre dans chaque pays pour pouvoir vendre leurs services et leurs produits. On essaye, voilà, on veut pas qu'ils partent à Singapour ou qu'ils partent à San Francisco. On veut qu'ils restent chez nous, tu vois, et qu'on ait des startups et de l'emploi ici créés localement en Belgique et en Europe, tu vois. Et donc, tout ça, moi, ça me drive. Il y a tout le côté aussi, on est en train de travailler sur rendre les financements accessibles. Il y a plein d'autres projets qu'on est en train de mettre en place avec l'éducation. On a reçu la ministre Caroline Désir vendredi dernier. Ouais, on leur a présenté, on leur a présenté une plateforme de e-learning hybride. Donc hybride, ça veut dire qu'il peut être utilisé en classe. Et l'idée, nous, avec par exemple le confinement, on a appris 2 choses. On a appris que le 100% e-learning, en tout cas nous à Molengeek, on n'y croit pas du tout. Mm-hmm. Par contre, on a appris aussi que l'hybride, donc 1 jour semaine ou 2 jours semaine à la maison, ça amène de l'autonomie à l'étudiant, ça amène son sens des responsabilités, ça amène beaucoup d'implications et ça lui amène une gestion de son temps. Et ça, c'est des soft skills qui sont importants quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel, même dans une entreprise, je veux dire, en tant qu'employé. Et donc, on croit plus au modèle hybride avec 1 jour par semaine à la maison. Et donc, on a développé une plateforme qui prend ça en compte, il y a toute une partie gamification qui a été installée dedans pour encourager les étudiants à faire évoluer leur avatar tout au long de l'année. Il y a toute la partie collaboration qui est mise en avant entre les profs, mais aussi entre les élèves. Bref, c'est une plateforme qui a été imaginée où on a pris aussi en compte, ils ont un espace qu'on a appelé Buddy. C'est un espace où ils peuvent rentrer directement en contact avec leurs profs, éducateurs, et voire même directeurs, voire le centre PMS, ou
des organismes externes pour leur poser des questions sur le cyberharcèlement ou la contraception, peu importe. Et donc tout ça, c'est pris en compte parce qu'il y a la scolarité et il y a la vie scolaire. Et donc, voilà, quand j'amène des projets comme ça avec Molen Geek, je suis super fier de les présenter au ministre. Je suis super fier qu'il y a des écoles et des classes tests qu'ils utilisent. Je suis super fier quand ils reviennent avec des feedbacks, avec des bugs, mais aussi avec des feedbacks en me disant ça marche super bien, ça c'est top. Donc voilà, donc moi c'est ça qui me drive actuellement, c'est essayer d'amener ma pierre à l'édifice de cette société et faire en sorte que ça fonctionne mieux, parce que je pense qu'il y a moyen de faire mieux et qu'on se repose trop sur nos lauriers et que nous, les Belges, on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire beaucoup mieux que ça. Il y a beaucoup de choses que je note dans ce que tu as dit, c'est ce côté de fierté, et c'est important, parce que tu peux être fier du parcours qui est effectué, et le fait de garder l'emploi, de vouloir le développer, de tisser ce maillage au niveau international pour que les startups qui éclosent ici puissent profiter de l'environnement dans les autres boîtes, c'est fondamental. Hein. On ne se rend pas compte, effectivement, tu le dis toi-même, de ceux qui partent. Il y en a qui partent à San Francisco. Finalement, tout ça, ça dégage de chez nous. Hein. C'est une fuite de talent, c'est un peu triste. Et puis le fait de pouvoir continuer à contribuer, donc vraiment, vraiment top pour ça. Moi, je voulais te poser... une question, hein, c'est les questions qu'on va rentrer dans la partie plus ping-pong, si tu veux. C'est justement, si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Par rapport à Molen Geek ou de tout? Ouais, ou avant, ou s'il y a quelque chose que tu voudrais, voilà, tu reviens en arrière, et vu que chaque fois on a mis reset pour essayer, tu me parlais de la coiffure ou de la peinture crépi ou ceci ou cela, qu'est-ce que tu Franchement, vraiment dans un monde utopique, hein, j'essaierais de convaincre ma famille et mes parents d'investir un ordinateur et de me laisser faire et de croire en moi, tu vois. Et là, si j'aurais pu le faire à 16 ans, 17 ans, je pense que j'aurais gagné du temps. C'est ça. Voilà. Je pense que j'aurais gagné du temps. Ouais. Et, mais je pense vraiment que je n'en veux pas à moi-même par rapport à l'école, parce que je pense vraiment que le système scolaire ne me convient pas. Mm-hmm. Vraiment, je ne pense pas que c'est de ma faute. Je pense que c'est le système qui ne me convient pas à moi. Et comme il ne convient pas à plein d'autres jeunes, et tant pis, quoi. Mais je pense que... tu sais... En fait, je me rattrape, parce que ta question, elle est un peu... ma sœur, quand elle est venue visiter Molen Geek il y a 1 an, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, au fait, Ibrahim, tu sais ce que tu as fait ici? Parce que j'étais en train d'expliquer écosystème, tech, blablabla. Bla, bla. Elle m'a fait, écoute, tu sais ce que tu as fait ici? Je fais non. Elle m'a fait, tu as fait l'école de tes rêves. En fait, c'est ça. En fait, si tu veux bien résumer, Molen Geek, pour moi, c'est l'école de mes rêves, une école qui est ouverte tout le temps, où c'est pas une école où c'est très collaboratif, où il y a moyen de s'entraider entre élèves, aussi de travailler sur des choses utiles et utilisables directement, de produire des choses. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir lors de mon adolescence. Et donc, ouais, je me rattrape à ce niveau-là. Mais je pense pas que j'aurais vraiment, à part ce que je t'ai dit, vraiment essayé de convaincre mes parents de me faire confiance à 16 ans, ce qui était très dur pour eux, parce que ils ont eu, n'oublie pas, que des réussites. Les plus grands, c'est vraiment tous des brains, tu vois, des cerveaux, tu vois, exactement. Donc moi, leur dire, t'inquiète, papa, mon père avait vraiment très peur pour moi, ma mère aussi, elle avait vraiment très peur pour moi, parce que les premiers avaient réussi. Et donc, ils me regardaient en mode extraterrestre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et voilà, et ça c'était très dur pour moi de leur expliquer qu'en allant à l'école, pour moi c'était une prison, c'était une punition, tu vois. Et parce que voilà, j'y arrivais pas. Et voilà, donc ici, l'école de tes rêves, et qui prône l'autonomie et la responsabilisation avec le système hybride. Je te jure. Et tu sais, mon père m'a dit ça. Quand je l'ai amené ici, qu'il a visité, il a vu tous ses étudiants étudier et tout. Il m'a fait genre, ils étudient tous? Je lui ai fait, ouais. Il m'a fait, et c'est toi qui as fait ça? Tu vois, me pointant du doigt. Et je lui ai fait, ouais, c'est moi. Et il me fait, toutes les années où tu m'as fait galérer, et toi, tu crées un endroit où les jeunes étudient. Enfin voilà, pour lui, c'était un pied de nez énorme à la vie, tu vois. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré? Parce que tu parles beaucoup de tes parents qui t'ont soutenu, de tes frères et sœurs, quand tu dis des brains.
Alors, il y a peut-être eux, mais sinon, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré? Écoute, ça va être un peu bizarre, mais je te jure, je vais te parler de lui. C'est le papa d'un ami à moi qui avait un abattoir de volailles dans lequel j'ai travaillé quand j'étais étudiant, quand j'avais 16 ans. Et pourquoi il m'inspirait? Parce que c'était un abattoir de volailles qui fonctionnait très bien. Donc voilà, il vendait du poulet, des dindes, des trucs comme ça. Et moi, je travaillais là en temps ma période étudiant, tu vois. Et je voyais que ça fonctionnait. Je voyais qu'il y avait la file. Je voyais la caisse. Je voyais énormément d'argent rentrer. Et je voyais que le papa, il était adorable, mais il savait ni lire ni écrire. Et il me rassurait, au fait. Quand je le regardais et il développait autant de chiffres d'affaires et tout ça, et je me dis, lui, il sait pas lire et écrire. Moi, au moins, je sais lire et écrire, tu vois. J'essayais de me rassurer en me disant, je vais faire voir la même chose, voire mieux. Donc, t'inquiète pas, n'aie pas peur. J'essayais de me rassurer. Et c'était une source d'inspiration pour moi, vraiment. Quand je le regardais, je me disais, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec les outils qu'il avait dès le départ. Donc, de créer ce business, un business super rentable. Et je voyais toutes ces personnes en cravate, que ce soit de son service comptabilité et tout, qui venaient lui parler à lui alors qu'il était en tablier, plein de sang de poulet. Et je faisais, waouh, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est pas le fait qu'on n'ait pas de compétences, parce que lui, il en a encore moins que moi, entre guillemets, parce que voilà, il sait ni lire ni écrire. Donc, il y a moyen. J'ai toujours cru qu'il y avait moyen, et c'était la personne, et il le sait pas, hein, il sait pas que c'est ma source d'inspiration. J'irais lui dire un de ces quatre. J'irais lui dire vraiment, mais il sait pas que c'est super important. Mais c'est cette personne-là qui m'a permis de croire en moi, même si j'étais dans ma période la plus nulle de ma vie, donc où j'ai raté à l'école, où je ratais pour trouver un job étudiant. Donc, je suis obligé de travailler chez le père d'un pote, tu vois. Donc, parce que je trouvais pas de job étudiant ailleurs, tu vois, et des choses comme ça. Où je me sentais vraiment, je veux dire, à l'écart de cette société. Ce gars-là, il me donnait plein d'espoir, rien que je le regardais, et ça me ramenait à une certaine réalité où je me disais, si lui l'a fait, moi je peux le faire. Oui, c'est inspirant, parce que effectivement, tu vois bien que c'est quelqu'un qui, à mon avis, bossait comme un forcené, et qui avait d'autres compétences. Exactement. Voilà, donc sûrement du leadership, sûrement le reste de se faire respecter comme il faut et tout. Exactement. Il y a vraiment cette image de personnes, tu vois, avec une carrure assez massive, parce qu'ils prenaient des caisses qui faisaient à chaque fois 15-20 kilos, tu vois. Et chaque fois que je lui serrais la main, il avait des doigts énormes, tu vois, à force de prendre, parce qu'il travaillait dans le froid, dans les frigos et tout ça. Il avait des doigts énormes. Et ça représentait, quand je lui serrais la main, ça représentait ce travail, cette dureté au boulot, tu vois. Et oui, c'est exactement ce que tu dis. Et je me dis qu'il y a moyen, il y avait toujours moyen. Excellent. Mais écoute, avec Molen Geek, l'internationalisation du concept, etc., c'est très chargé. On sait que la vie d'entrepreneur est une vie très, très chargée. Est-ce que tu as des petits trucs ou des choses comme ça pour t'aider au quotidien à tenir le coup ou à bien s'organiser, ou que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Je cours. Je cours beaucoup. J'ai couru ce matin 12 km, mais je cours parfois 16, parfois 25, ça dépend. Et en fin de journée, je veux dire, quand il arrive, il y a un moment, dans la fin de journée, il peut être 18h30, 19h, 19h30, ça dépend des jours. J'arrête. Mais quand je ferme mon ordinateur, je le ferme complètement et je me déconnecte du milieu de travail, et j'essaie de me ressourcer auprès de mes proches, auprès de ma famille, auprès de mes enfants, et faire en sorte de pouvoir avoir le plein d'énergie pour le lendemain. Mais le conseil que je donnerais aussi, essayez le plus possible de faire en sorte d'aimer ce que vous faites, ou de faire ce que vous aimez. C'est important, ça aide énormément. Aide énormément. Effectivement, bouger, faire du sport, top. Donc ça, le numéro 1, on retient, faire du sport. Arriver à déconnecter du boulot une fois qu'on quitte, très difficile. Donc chapeau. Et le troisième, c'est de faire ce qu'on aime. Ok, nickel. Ben ça, c'est un bon conseil. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais moi, je vous laisse voir aussi. S'il y a un livre, un podcast ou une émission que tu recommanderais à nos auditeurs. En off, tu m'as déjà parlé d'un livre sur le côté positif. Exactement, Full Factness.
Je vous le conseille. C'est un livre qui relativise l'évolution du monde sur des faits. Et donc, c'est plein de bonnes surprises. Ça donne une pêche d'énergie et surtout, ça vous aide, ça vous donne plein d'outils pour juger certaines situations par rapport à des faits et pas par rapport à des peurs qui sont là, qui sont innées parce que en tant que chasseur et prédateur et en même temps on a peur d'être attaqué, donc on se focalise un peu sur tout ce qui pourrait nous mettre en danger. Non, mais vraiment, ça peut vraiment aider à structurer votre pensée pour voir le positif qu'il y a sur cette planète et dans l'humanité. C'est important. Et puis, il y a ton podcast que je recommande à tous, bien sûr. Ça, c'est gentil, merci. Il y a un podcast, et puis, il y a un autre podcast que je recommanderais aussi, auquel j'ai participé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle, c'est un hebdomadaire, ça s'appelle Le Rendez-vous de la Tech. Voilà. C'est vraiment, c'est Patrick qui essaye de vulgariser un maximum ce qui se passe dans le monde de la tech, et donc ça peut aller de technologies de pointe qui sortent jusqu'à des décisions de justice, jusqu'à de la... Et ça parle un peu de tout ce qui est aussi privé sur Internet, réseaux sociaux et tout ça. Et donc, tout ce qui se passe, en fait, il se passe énormément de choses dans le monde de la tech et il essaie de le vulgariser. Et donc, ça pourrait permettre à beaucoup de tes auditeurs de pouvoir rester à jour et de pouvoir... parce que si on ne comprend pas le monde de la tech, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit. Voilà. Ouais, très juste, très juste. Et... le livre dont tu as parlé, ça rejoint l'idée du podcast, c'est partager du positif et faire en sorte qu'on partage, justement, qu'on encourage les actions positives. Et ce podcast, on va mettre les liens, parce qu'à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, on fait un article de blog sur cette personne aussi, parce qu'il y a des choses qu'on s'est dit en off, ou qu'on se dira en off et qu'on n'a peut-être pas l'opportunité de dire ici, et qui peuvent très certainement intéresser les auditeurs. Et donc on écrit régulièrement un article et on mettra les liens. Comme ça, les personnes pourront retrouver le livre, aller écouter le podcast et s'abonner à ce podcast sur la tech. Parce qu'effectivement, si on ne comprend pas la tech, on a du mal à comprendre le monde d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelle serait si tu avais une citation, je ne sais pas si tu en as une ou pas, ou une phrase ou un mantra qui t'inspire, ce serait quoi? Une citation qui t'inspire? Il y a toujours cette étude qui a été faite, je ne sais plus quand, sur des personnes chez nos aînés, donc des seniors qui étaient en fin de vie, je veux dire, qui avaient vécu les plus longues années de leur vie. Et quand on leur a posé la question de ce qu'ils regrettaient, ils regrettent toujours les choses qu'ils n'ont pas faites et pas celles qu'ils ont faites. Même celles qu'ils ont faites et qu'ils ont ratées, ils ne regrettent pas. C'est celles qu'ils n'ont pas osé faire. Ouais, très juste. Ouais. Donc, faites les choses. Juste testez, essayez, donnez-vous à 150%. Et si ça ne va pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'est-ce que tu as appris ces années où tu as fait que rater à l'école et tout ça. Plein de gens pourraient se dire pas grand-chose. Au fait, vu que j'ai raté pendant des années, donc je n'ai pas appris grand-chose. En fait, j'ai appris une chose essentielle. J'ai plus peur de rater. C'est pas grave. Si je rate un truc, ça arrive. Ça fait partie de mon ADN et je passe à autre chose et j'oublie vite. Et n'ayez pas peur de rater les choses. Tant que vous les faites, lancez-vous et faites en sorte d'essayer des choses, parce que si vous essayez pas, vous ne saurez jamais. Très juste, ouais. C'est vrai. La peur d'échouer. Et il y a une citation qui doit, à mon avis, te plaire, qui est de Nelson Mandela, qui est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Et ça colle tout à fait à ce que tu viens de dire. Et cette étude sur les personnes qui... Je pense que c'est même pratiquement sur le lit de mort qu'il y a eu certaines interviews qui ont été faites. C'est qu'est-ce que vous regrettez de jamais échouer, c'est vrai. C'est très intéressant comme citation, très inspirant. Là, c'est autre chose. Mais les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider à ce que ça aille mieux, enfin pas mieux, mais à ce que ça aille peut-être plus vite, ou est-ce que ça se développe mieux? Voilà, si on a des auditeurs, comment on va pas faire un appel aux dons, hein, je crois que Sundar s'en occupe. un petit peu. Comment ils peuvent? C'est déjà de parler de l'initiative autour d'eux, parce que je suis sûr que ça pourra aider des personnes dans leur entourage de s'investir, parce que maintenant on est quand même en Flandre et en Wallonie aussi, et à Bruxelles avec Molenbeek. Et donc, c'est important, s'il y a des personnes qui veulent, qui se recherchent un peu, ou même pas, qui ont peut-être des diplômes au niveau artistique ou anthropologie, qui veulent faire une reconversion dans le digital,
peut-être de parler de toutes les formations qu'on a, que c'est possible qu'ils en fassent, l'incubation, s'il y a des personnes qui ont des projets, ils peuvent venir être incubés chez nous. Ou sinon, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui travaillent dans de grandes entreprises et qui recrutent dans le digital ou des choses comme ça, et voilà, il faut leur en parler. De penser à Molen Geek. Voilà, exactement. Pour venir faire, on a beaucoup on essaye de développer des produits faits pour les entreprises. Donc, on a tout un programme d'accompagnement quand ils recrutent de chez nous. On a un SPOC qui est dédié pour eux, qui fait le suivi entre la nouvelle recrue et l'entreprise. Et puis, si ça va pas, on a même un service de consultance où on a, par exemple, 6 personnes qui sont chez Elia, l'entreprise Elia, qui viennent de Molen Geek, et ça se passe très bien parce que, je veux dire, ils ont des règles qui font qu'ils savent pas les engager, mais ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont en consultant chez eux et ça fonctionne. Donc, on est très flexible. Pour nous, notre objectif, c'est vraiment la mise en emploi et l'activité professionnelle. Donc, voilà. S'il y a parmi nos auditeurs des personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont besoin de recruter dans le digital, dans le développement ou dans la communication ou autre, n'oubliez pas de parler de Molen Geek, c'est molengeek.com. Le message est passé et on va partager un max cet épisode pour qu'il y ait un max de personnes qui l'entendent. Ibrahim, écoute... moi, je te remercie très fort pour le temps que tu nous as consacré parce que je sais que ça file, que tu es très occupé, justement, que c'est Charleroi qui s'ouvre, Amsterdam, Rotterdam, Anvers aussi, et l'Italie maintenant. Donc, voilà, donc je voudrais te remercier. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode et j'espère que les auditeurs en prendront autant à l'écouter que moi j'ai eu à le faire. Et je te souhaite le meilleur pour le futur et je te dis au revoir. Merci beaucoup, merci et chapeau pour tes podcasts qui nous requinquent, plein d'énergie, plein de d'ondes positives et continue comme ça et chapeau encore pour tout ce que tu fais. Merci à tous les auditeurs. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.